Le sujet aujourd'hui, c'est filmer un témoignage client à distance. C'est un sujet assez, qui était déjà présent avant l'épisode du Covid, mais évidemment qui a posé pas mal de problèmes aussi sur 2 dernières années où on ne peut pas forcément envoyer des gens en tournage ou faire venir des gens au bureau pour les interviewer. Et donc, j'ai voulu y répondre avec ce webinaire. Pour ce webinaire, quelques petits rappels sur pourquoi le témoignage client, la vidéo, etc. On verra ensuite l'objectif, quel objectif poser, parce que bien poser l'objectif, c'est déjà en partie répondre aux contraintes qu'on va avoir. Les challenges de la réalisation de vidéos à distance, et donc principalement quand la personne à distance, on n'a pas forcément la main dessus parce que c'est un client. On verra du coup 3 techniques pour y répondre, et je partagerai encore quelques astuces. Donc n'hésitez pas, si vous nous rejoignez, à participer dans le chat. Et avant de me lancer, d'ailleurs, je voulais vous préciser, vous recevrez les slides, un lien pour télécharger les slides demain matin. Vous aurez aussi la possibilité de regarder la démo en ligne, etc. Donc, pas de panique, si vous arrivez en cours de route, vous aurez le lien du replay et le lien des slides. Bonjour Antoine. Alors, premier point que je voulais vraiment tacler avec vous aujourd'hui, c'était quelques rappels sur pourquoi la vidéo de témoignage client. L'idée, si vous êtes là, j'imagine, c'est que vous êtes déjà convaincu, mais que vous ayez aussi de votre côté des éléments pour pousser ce type d'approche en interne. Et avant même de commencer à parler de témoignage client, je voulais parler déjà de vidéo, quel type de vidéo on fait en marketing. Et je pense que le style de vidéo qu'on fait a beaucoup évolué sur ces dernières années. Et je veux prendre pour vous 2 exemples. Le premier, c'est la vidéo un peu World Company. On va regarder un petit bout. C'est Peloton qui fait sa vidéo de promotion. Je vous en passe un court extrait. Et on revient dans le live juste après. Donc normalement, quand je lance une vidéo, elle doit se lancer directement dans le player qui est devant vous. S'il y a un problème, signez-le-moi dans le chat et je vous mettrai le lien aussi dans le chat pour que vous puissiez y aller. Alors, voilà, la vidéo se lance. We're a New York City tech company changing the lives of millions of people around the world through a global fitness platform we're building from the ground up. We're also a hardware company. We're a software company. We're a content company. We're a retail company. We're an apparel company. We're a design company. We're a music company. Voilà, j'arrête là pour cet extrait. On va revenir sur la présentation. Vous l'avez compris, on a une vidéo très stylée. Mais est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui dont on a besoin pour vendre? Est-ce que c'est pratique à produire? Ma réponse à moi est non. C'est un style très corporate et c'est pas ça qui va nous aider tous les jours dans notre vie de marketeur à pousser nos produits, notre entreprise, nos services sur les réseaux sociaux. Ce dont on a besoin aujourd'hui en B2B comme en B2C, ce qui est plus dans l'air du temps, c'est de faire parler pour moi, c'est de faire parler les gens qui utilisent le produit et c'est surtout que c'est un type de marketing qui est beaucoup plus simple à produire. Je vous passe un tout petit extrait d'une vidéo qu'on a faite chez Kenel avec un de nos clients et ensuite, je vous explique pourquoi je préfère cette approche et ensuite pourquoi et comment les réaliser. Je te laisse me reposer la question. Ouais, ça marche. L'objectif de la marque employeur, finalement, c'est de répondre à 3 questions. C'est pourquoi intégrer l'entreprise, pourquoi y rester et pourquoi y être engagé. J'étais à la recherche d'une solution qui nous permettait de gagner justement en proximité, en authenticité, et on trouvait que la solution de la vidéo, un peu en mode do it yourself, participait parfaitement à cet objectif. Pour l'heure, essentiellement des vidéos. Voilà, pareil,
Je vous laisserai regarder l'ensemble de la vidéo si vous le souhaitez par la suite, quand vous recevrez les slides. J'ai volontairement pas pris le meilleur exemple de vidéo que j'avais sur l'étagère ou le plus engageant, parce que je trouve que c'est toujours il y a un petit côté poker menteur à faire ça. Mais ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est qu'on voit une vidéo où ça nous a pris moins d'1 heure à aller tourner cette vidéo chez notre client. Si on l'avait fait à distance, c'est le sujet d'aujourd'hui, ça aurait été à peu près dans les mêmes timings et on arrive à faire un contenu beaucoup plus sympa et on va parler beaucoup plus de notre offre et donner beaucoup plus confiance à des clients potentiels que si on avait fait une vidéo très corporate. Et je pense que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui et la façon dont je le représente, moi, souvent, notamment dans ces webinars, c'est le monde, on va dire des années 2010, où on faisait beaucoup plus de vidéos corporate. On en faisait un peu moins aussi parce que ça demande tout de suite un budget, un certain investissement, et cetera. Un besoin qui est né vraiment notamment des réseaux sociaux et qui a été amplifié, j'ai envie de dire, par la crise du Covid, de créer beaucoup de contenu vidéo et en même temps d'avoir une acceptation par le marché de contenus beaucoup plus informels et je dirais même au-delà de l'acceptation, c'est une recherche de cette proximité et de ces vidéos qui inspirent confiance. Et vraiment, on a eu ce shift et c'est là où d'utiliser une solution Camcanel ou de vouloir réaliser des vidéos de témoignages clients me paraît vraiment essentiel et répondre à des stratégies de contenu moderne. Si on regarde aussi du point de vue des attentes des clients, tout ce qui est user-generated content, tout ce qui est employee-generated content à la cote, ce type de contenu, 85% disent y faire plus confiance qu'à du contenu de marque, donc le vidéo type un peu Peloton comme on a vu tout à l'heure, et 68% trouvent que c'est du contenu qui est plus authentique et intéressant que des visuels produits classiques si on est amené à mettre ça notamment sur des pages d'un site web ou sur des pages produits d'un site marchand. Donc ça, c'est une étude Square Lovin. Donc c'est vraiment le premier point en termes de rappel, c'est voilà, penser qu'il va falloir rentrer dans ce mode de création de contenu assez large, assez, on va dire, quantitative. Il va falloir créer beaucoup de contenu et donc de penser à la co-création avec ses employés et avec ses clients, c'est assez important. Tout ce qui va pouvoir être bottom-up est aussi pour moi assez judicieux. On a nous, par exemple, des clients qui font réaliser des vidéos par leurs commerciaux, parce que ça va beaucoup plus vite. Le commercial est déjà sur le terrain, il connaît son client, il va le voir régulièrement. Ça va plus vite que d'aller dépêcher des agences au coup par coup. Et au final, on joue la carte de l'authenticité avec ce type de témoignage qu'on va réaliser avec ses clients. J'en arrive à mon deuxième point qui est comment on pose cet objectif. L'objectif, il est assez simple, il est de réaliser une vidéo de témoignage client à distance parce qu'on ne peut pas forcément aller voir tous nos clients, parce qu'on n'a pas forcément des commerciaux sur le terrain, et parce que des fois nos clients ne sont pas à côté de chez nous et on ne peut pas forcément non plus aller rendre visite à tout le monde. Et donc cet objectif, il inclut et je dirais, il induit certaines contraintes parce que on veut toujours en termes de marketing avoir comme un certain rendu de qualité. L'idée c'est pas d'avoir que des images assez troubles, floues, qui bougent, mal éclairées avec un bruit de lave-vaisselle comme j'ai pu avoir il y a 5 minutes ici. La contrainte, c'est aussi que le contenu soit engageant à l'arrivée. C'est pas juste filmer un client, il faut que le contenu donne envie de faire quelque chose à la personne qui va le visionner par la suite, à votre audience. On a la contrainte aussi d'aller vite, parce qu'on a quelqu'un qui est à distance, qui va peut-être se filmer avec son ordinateur, comme on va le voir dans 5 minutes, et il n'a pas que ça à faire toute la journée, il ne va pas passer 6 heures à se filmer lui-même. Et donc on va essayer d'éviter les pertes de temps au maximum, que ce soit de notre côté, réalisateur de contenu, ou du côté de la personne qu'on va interviewer. De ce point de vue-là, le meilleur exemple que j'ai trouvé, vous allez me dire, c'est pas forcément la cliente lambda, évidemment, c'est la vidéo qu'avait faite Eva Longoria pendant le premier confinement. Et j'ai pas trouvé mieux depuis comme exemple de qu'est-ce que ça pourrait être un témoignage client fait à distance. Parce que il y avait tout un making of qui avait été fait autour de cette vidéo et on voit vraiment qu'elle était toute seule avec 2 téléphones, les pieds, les ring lights et le micro pour réaliser cette vidéo. On en regarde un court extrait et on voit, j'ai envie de dire, où on peut mettre la barre en termes de témoignage client à distance. Et je veux dire que ces contraintes ne veut pas dire qu'on va faire un travail où la vidéo va être nécessairement moche ou en dessous des standards qu'on a habituellement en marketing. Hi guys,
Notice anything? Yes, I'm at home. Anything else? Look at these grays. So many grays. Okay, I'll be honest. For a second I thought, okay, Grace, I'm ready to see you. I can handle this. But I'm not. I'm not ready. I am not ready for this much gray. This is happening today. Boom! I've never been this gray in my life. I don't think there's ever gonna be a better before and after. Okay, time to color. I go from back to front, massage it in. Just put it where it's needed. Mine is everywhere. Voilà, j'arrête. Encore une fois, c'est des vidéos qui font 1 minute 30 ou 2 minutes. Donc, si je les passe toutes en intégralité, 1, je vous perds. Et 2, on va terminer à 12h30. Bon, je reviens sur ma présentation. Cette vidéo, vous l'avez peut-être déjà vue. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Ce qui est assez amusant, c'est que depuis, ils ont essayé d'en faire une version un peu plus publicitaire et elle a perdu complètement de son charme. C'est dommage. Et donc, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est filmé à la maison avec un iPhone, certes dernier cri de l'époque, mais la qualité de l'image est excellente. Si vous la regardez sur YouTube, vous êtes en HD. C'est vraiment très bien. C'est en format vertical parce que c'était pensé à la base pour les réseaux sociaux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment où tout le monde se plaignait de ne pas pouvoir aller chez les coiffeurs. Tout le monde avait été soit hirsute, soit avec des cheveux blancs dans tous les sens. Enfin, ça, c'est mon moi habituel d'être hirsute avec des cheveux blancs dans tous les sens. Mais évidemment, Eva Longoria ne pouvait pas s'en satisfaire. Donc, je trouve cette vidéo assez intéressante. Alors, c'est clairement pas un client type, c'est une influenceuse de la marque. C'est même une égérie de la marque. Mais on voit qu'on peut faire du bon travail chez soi en demandant à quelqu'un de le faire à distance. Et ça va demander qu'on ait fixé cet objectif clairement et qu'on ait reconnu les contraintes et qu'on sache les adresser derrière. Donc ça m'amène au challenge de la réalisation à distance, qui sont en fait assez simples, mais le premier, c'est déjà de se poser la question, quel format on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser une démonstration, comme on vient de le voir? Est-ce qu'on va utiliser un témoignage vraiment plutôt forme interview, qui est un peu plus classique? Ça, c'est le premier point. Quelle exigence de qualité? Est-ce qu'on va se satisfaire de la caméra avec laquelle elle va être captée? On peut avoir une très bonne caméra à distance si on prend notamment une caméra de smartphone. On peut monter en 4K sans problème avec un iPhone au-delà de l'iPhone 10, par exemple. Donc, il va falloir se poser cette question, quelle est notre exigence de qualité? Ou est-ce qu'on est d'accord avec c'est filmé avec la caméra, la webcam, quelle qu'elle soit, et du coup, on risque d'avoir une image qui est en 720 ou quelque chose comme ça. Ça, c'est important. Aussi, voir comment on va rationaliser le process et tout ça va nous amener à nous poser la question, comment on va organiser la captation? Et ça, on le verra dans la prochaine partie. Donc en termes de format, j'ai envie de dire que les choses ont énormément évolué également sur ces 2 dernières années et elles avaient déjà commencé à pas mal évoluer, on va dire, sur la décennie qui est passée. Si je prends un exemple, les cooking shows, donc tous les shows télévisés ou sur internet sur la cuisine, on est passé des années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Bon Appétit bien sûr, avec Joël Robuchon qui invitait des chefs. C'était une émission pour faire une recette, on prenait 30 minutes, on prenait son temps, on nous détaillait quand il fallait mettre le sel, le poivre, à des formats beaucoup plus courts, notamment des formats TikTok. J'ai pris une influenceuse un peu au hasard, donc Cooking with Sherin. Si on en regarde on va dire un très court extrait, en 1 minute 30, on a produit une recette. Et ce que je trouve intéressant, c'est le parallèle entre des formats longs et des formats beaucoup plus courts aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut ignorer complètement les formats longs, faire des lives comme on est en train de le faire maintenant, mais si on va demander à quelqu'un de se filmer à l'autre bout du fil, on va dire, il va falloir plutôt privilégier des formats plus courts, plus impactants. 1, parce que c'est ce que les gens recherchent sur les réseaux sociaux, et 2, parce que c'est quand même aussi beaucoup plus simple à produire. On va regarder un tout petit extrait vite fait. Et alors par contre, pour TikTok, il va falloir que je vous partage mon écran. Donnez-moi juste 2 secondes. Enfin, merci pour le commentaire. Alors, je vous passe vite fait Sherin. C'est parti. Le son va pas être terrible parce que ça passait par mon micro, mais vous comprendrez le principe. On peut vraiment regarder un peu au hasard. Hop.
Voilà, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Vous avez compris, le rythme est très, très dynamique et je pense que c'est ça dont il faut être capable de s'inspirer aujourd'hui pour créer notre témoignage à distance. En termes de format, ça veut dire aller à l'essentiel. Éventuellement, si vous avez plusieurs sujets à traiter, découpez-les en mini-sujets et traitez éventuellement un seul sujet avec un seul client. Ça peut être que votre service, il y a 3 points clés. Prenez un client, illustrez un des points clés, essayez pas d'illustrer les 3 points clés à chaque fois, et vous allez faire des sujets beaucoup plus percutants. Et pensez un peu en mode teaser, parce que généralement, les vidéos de marketing, elles ne sont pas là nécessairement pour vendre d'un coup, elles sont là pour faire du teasing pour ce qui vient pour la suite. Donc, en termes de format, quelque chose qui marche assez bien en termes d'interview, c'est pas nouveau, ça fait 5-6 ans que ça existe, c'est le format Fast and Curious de Combini. C'est un format qui est assez facile à réaliser. J'ai un autre webinaire sur le sujet, je ne sais pas si une session qui arrive bientôt, mais il y a un replay qui est disponible sur notre site de justement comment bien réaliser ce type de vidéo. Et ça me paraît génial parce que c'est des formats assez légers, assez faciles à réaliser. Donc, vite fait sur le format Fast and Curious, c'est un format qui est vraiment sans phare, qui est authentique. On va ajouter un peu d'émotion parce qu'on va, avec les questions, surprendre la personne qui est interviewée. On va générer des réponses assez spontanées parce que ce qu'on ne va pas vouloir dans ce type de format, c'est des trucs très scriptés. On peut éventuellement avoir un petit hook ou un petit bêtisier, c'est toujours intéressant. Ça donne un côté aussi souvent backstage parce qu'on peut montrer un peu le making-of. Et au global, c'est simple à réaliser, c'est un seul plan, c'est un petit peu de montage, un petit peu d'habillage, mais ça va très très vite, c'est très facile à faire. Et c'est hyper bien pensé pour les réseaux sociaux, parce que justement, le format, il est simple, il est court, il est rapide, c'est rare que ça fasse plus de 2 ou 3 minutes. Le montage est très punchy, notamment très formaté avec les cartons. Il y a une question qui est en fait posée sous la forme de 2 réponses possibles. Et ces cartons ne durent même pas une seconde, donc ça va très vite. Et c'est amusant parce qu'il y a des petits twists, notamment dans les questions. Donc si vous aimez bien ce genre de format qui est assez snackable, vraiment pensé pour les réseaux sociaux, je vous invite à vous intéresser à la réalisation de ce type de vidéo avec vos clients. Évidemment, ce qu'on peut faire, c'est mixer ça pour être assez dynamique. Et dans une seconde partie de vidéo, 2-3 questions avec des réponses un peu plus longues qui vont permettre aux clients de donner des points par rapport à votre offre. En termes de qualité maintenant, va falloir se poser la question de la destination. Si c'est pour envoyer des vidéos sur des grands écrans en point de vente, vous n'allez pas pouvoir passer à côté de 4K, par exemple. Si vous allez sur les réseaux sociaux, YouTube, 1080, ça va le faire. Donc, généralement, on va essayer d'avoir un produit fini qui est en 1080 et en HD. Mais si vous savez déjà que vous allez vouloir avoir un effet de zoom au moment ou de recadrage au moment de la sortie de la vidéo, parce que peut-être vous allez sortir sur les réseaux sociaux, vous allez recadrer en vertical, il va peut-être falloir penser à filmer en 4K pour être capable de recouper sans perte de définition d'image. Et ça vous pose la question, évidemment, de quelle est la capacité de capter du côté du témoin. À moins d'envoyer, il y a des agences qui le font, qui envoient du matériel type des caméras 4K, etc. Si vous ne pouvez pas faire ça, parce que c'est un peu, c'est un peu coûteux, faites attention de ne pas être dépendant de la webcam du client en disant « Ah bah super, on va filmer quelque chose avec la webcam » et elle n'est généralement pas avec un niveau de définition suffisant. Donc à penser. En termes de qualité, j'ai un petit peu toujours le bon, la brute et le truand que sont l'éclairage, le fond et le son. L'éclairage parce qu'on va vouloir des vidéos qui sont bien éclairées, où les personnes ne sont pas à contre-jour, elles ne sont pas sous-éclairées, elles ne sont pas non plus surexposées. Le fond, alors que c'est neutre, on peut se tolérer ce que j'ai derrière moi, mais on ne va pas pouvoir tolérer, je sais pas moi, le fil avec les chaussettes qui pendent dessus. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément à partir du moment où c'est le client qui fait ça chez lui ou dans son bureau. Ou dans son usine ou quoi qu'il. Donc ça, c'est important de faire attention à ça. Et le son, c'est pareil. Si on n'est pas dans un environnement contrôlé et qu'on n'a pas fourni un micro juste enregistré, ne serait-ce qu'à 1 mètre de distance, dans un environnement un tout petit peu bruyant avec un iPhone, ça ne va pas le faire. Donc il va falloir avoir des astuces, même des astuces toutes bêtes, de dire aux gens d'utiliser leurs oreillettes ou leur casque pour enregistrer le son. C'est déjà, ça va déjà donner un petit peu plus de qualité à cette partie-là. Donc, nous, ce qu'on recommande au global, c'est toujours de penser à avoir un kit
quitte à faire circuler ce kit. Alors en B2C, c'est compliqué de faire circuler les kits. En B2B, c'est un peu plus aisé. Et donc, dans ce kit, d'avoir pensé à une caméra. Donc, est-ce que c'est une webcam si vous voulez filmer via l'ordinateur, via une conférence, par exemple? Est-ce que c'est un smartphone? Alors, vous ne fournissez pas forcément un smartphone, mais vous pouvez fournir le pied, la ring light et des petits micros, soit micro USB, soit micros qui vont se connecter directement sur le téléphone pour améliorer ces éléments-là. Dernier point sur le fond. Il y a des petits fonds comme ça qui existent, des petits fonds verts qui vont vous permettre d'avoir un fond assez neutre, d'aller coller tout ce que vous voulez derrière sans avoir de problème de flou autour de la personne, comme on peut le voir sur les systèmes avec des faux fonds comme Zoom, par exemple. Donc ça, on va penser un petit peu à l'équipement. Est-ce que ces équipements vous envoyez en B2B, si vous avez cet équipement-là qui coûte peut-être autour de 50 €, si vous commencez avec des trucs un peu bas de gamme, mais pas trop bas de gamme non plus, vous pouvez considérer éventuellement l'offrir aux clients, parce que tout le monde aujourd'hui fait de la téléconférence, donc ça resserre, on va dire. Ou vous pouvez demander ensuite à votre client de le renvoyer. Mais pensez-y vraiment parce que ça fait tout de suite passer à un autre niveau en termes de rendu. En termes d'organisation, donc bien penser à avoir un script, des questions. Les questions, soit vous les partagez avant si vous voulez que les réponses soient préparées, soit vous les partagez pas si c'est le cas d'un Fast and Curious par exemple et vous voulez plutôt jouer sur la surprise. Ce qui est important, c'est de demander à la personne de ne pas essayer d'écrire ses réponses et de vraiment vous donner des réponses, je dirais pas qui viennent du cœur, mais spontanées, parce que sinon, c'est compliqué. Vous avez des gens qui vont regarder leur feuille tout le temps et c'est un peu compliqué à gérer, surtout à distance. Donc pensez aussi à avoir des instructions et des règles si vous envoyez un pack, comment déballer les choses, comment bien brancher, comment bien orienter la ring light, s'il y a un réglage particulier. Truc tout bête, sur les iPhones, je vous disais, sur l'iPhone 10 et au-delà, on peut être en 4K, mais tout le monde n'est pas réglé par défaut en 4K. Donc, donnez des instructions pour régler le téléphone comme il faut. Moi, je considère aussi qu'en termes d'organisation, il faut un planning 10-30-10, c'est-à-dire 10 minutes pour faire un peu le setup avec le client, 30 minutes d'interview. Au bout de 30 minutes, de toute façon, la personne va être un petit peu lassée ou va vouloir passer à autre chose. Et ensuite, 10 minutes derrière pour discuter avec la personne, rester poli, éventuellement partager la suite des opérations, régler les problèmes type juridique, faire remplir les droits à l'image, des choses comme ça. Donc, 10-30-10, ça vous permet en 1 heure d'avoir réglé tous les problèmes. Et ensuite, vous allez avoir à gérer la post-prod et la validation. Validation, sachant que c'est toujours sympa, respectueux de donner à la personne, même si elle a déjà signé les papiers qu'il faut, lui donner un droit de regard sur la vidéo qu'on a créée avec elle. On en vient on va dans le dur du sujet. On en vient pourquoi vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est quelles sont les 3 techniques que je peux vous proposer pour réaliser de façon la plus qualitative possible ces fameuses interviews à distance. Premier point, je vais vous les résumer vite fait. Premier point, ce sera le professionnel. Deuxième point, ça sera via une visio et un live, on verra comment bien le faire. Troisième point, ce sera avec un smartphone et on verra comment on peut combiner les options 2 et 3. Quatrième option, ce sera avec Canel. C'est une petite avancée par rapport au smartphone et vous verrez que ça peut valoir le coup. Alors, le professionnel, vous êtes dans le marketing, vous avez certainement déjà réalisé ce type de projet vidéo. Vous trouvez un pro qui est proche du lieu où vous avez besoin de faire l'interview. Vous allez ensuite essayer de trouver un lieu acceptable. Vous ne pouvez pas forcément aller filmer les gens chez eux. Peut-être que leurs locaux, etc., s'y prêtent pas. Faites attention aussi parce que des fois, le client va vous dire « Oui, c'est bon, j'ai réservé une salle pour 1 heure. » Mais alors, ça met la pression sur le vidéaste pour tout arriver à faire en 1 heure. Et ça risque de déborder. Ça nous est déjà arrivé de nous faire virer de salle de réunion comme ça. Donc attention de trouver un lieu acceptable aussi de ce point de vue-là. Dire ok, on a 2 ou 3 heures, on est tranquille, on ne va pas être pressé par le temps. Et on va avoir comme ça un petit peu plus de liberté au niveau de la matière grise. Donc dernier point, ça veut dire aussi il faut gérer la logistique. Donc gérer la logistique de dire au client à quel moment ce sera, dire au vidéaste à quel moment y aller, etc. Donc c'est un peu plus complexe, mais là vous avez un pro qui travaille pour vous, donc c'est quand même un gros avantage. C'est quelqu'un qui s'y connaît et vous ne devriez pas avoir de problème de qualité, de rendu, etc. Et il va même venir avec son matériel, donc pas de souci de ce point de vue-là.
La deuxième technique, donc là, un peu plus technique justement, faire ce type d'interview via une visio, que ce soit un Zoom, un Google Meet ou un outil de live, comme nous on le fait notamment avec des outils de webinar comme celui qu'on utilise aujourd'hui, quand on a besoin d'aller capter des gens à distance. Donc, si on le fait via visio, ça va être un Zoom, un Google Meet, et on peut utiliser l'option d'enregistrement. Alors, je sais par exemple que sur Google Meet, il faut avoir un certain niveau donc dans l'offre entreprise de Google pour avoir accès à l'option d'enregistrement. Donc, ça, c'est des choses à vérifier. Si on part sur des outils de live, donc vous pouvez utiliser Livestorm, comme on est en train d'utiliser en ce moment, qui a à la fois des options de type Meet et des options plus webinar. Et là, on peut récupérer la vidéo, la vidéo du replay du live pour ensuite faire son montage. Évidemment, on est dépendant à la fois de la caméra, de la webcam, et on est dépendant aussi de la connexion du client, parce que si le client a une mauvaise connexion, son flux ne va pas être en 4K non plus, hein, donc ça va être un flux assez pauvre et on va avoir une vidéo de mauvaise qualité. Donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. Autre point, c'est attention à la caméra. Moi, mon ordinateur, il est surélevé de 15 cm pour que la caméra soit à peu près au niveau des yeux. Je vous invite à aller regarder un petit article qui était sorti au moment du premier confinement sur How to look good on camera according to Tom Ford dans le New York Times. Donc ça, c'est important pour réaliser une bonne vidéo, que ce soit sur un ordinateur ou un téléphone. Et ensuite, à vous de voir en fonction du format que vous avez fait. Est-ce que vous avez interviewé plusieurs personnes en même temps en visio? Est-ce qu'il y a juste vous et la personne? Est-ce que vous allez vouloir recouper ce flux ou utiliser l'ensemble de la captation? Ça s'est beaucoup fait, je le vois un peu moins maintenant, mais ça s'est beaucoup fait notamment pendant les différents confinements, où les gens postaient sur LinkedIn, par exemple en B2B, des conversations filmées en Skype ou en Meet, et où on avait donc l'écran qui était en split screen. Donc ça encore, on revient au format. Qu'est-ce que vous voulez comme format? Est-ce que c'est juste la personne qui est interviewée qui parle, ou est-ce que vous voulez avoir aussi la personne qui pose les questions? Dernière technique avant de passer à Canel, c'est le smartphone. Donc là, j'ai pris une photo d'illustration, j'ai pas trouvé mieux, je suis désolé, mais l'idée, c'est vraiment, vous conduisez votre interview via une visio. Donc vous ouvrez l'ordinateur, il y a la visio, vous êtes en train de parler avec la personne, ou vous le faites au téléphone si vous voulez en mode haut-parleur. Et de l'autre côté, vous avez votre smartphone qui est sur un pied. Alors là, je ne recommanderais pas de le mettre comme la personne l'a fait, avec l'écran face à elle, mais plutôt d'avoir juste la caméra face à elle. Un, ça évite qu'elle se regarde dans l'écran. Et deux, la caméra qui est évidemment au dos du téléphone est de meilleure qualité que la caméra FaceTime. Donc ça, c'est intéressant aussi de penser à ces petites choses-là, notamment si vous voulez encore une fois récupérer un flux 4K, et c'est vraiment ma recommandation, pensez à retourner le téléphone. Voilà, donc là, on a un petit setup tout simple où on va pouvoir conduire son interview, poser ses questions, et la personne va juste répondre face à la caméra, et on est à distance, et ça fonctionne bien, et on va récupérer quelque chose de bonne qualité. Là, sur cette photo-là, il n'y a pas de micro, mais je vous invite à avoir un petit micro qui se branche sur les smartphones ou sur les ordinateurs. Là, moi, j'ai un Shure, ça fonctionne très très bien. Et même si on se met encore à 1 mètre de distance, c'est un niveau de qualité sonore impeccable, le son est bien compressé, etc. Donc ça, très important, parce qu'après que vous fassiez par vous-même ou vous passiez par un professionnel pour le montage, vous ne pourrez pas récupérer une meilleure qualité de son, une meilleure qualité d'image par la suite. On ne sait pas encore vraiment faire ça avec l'intelligence artificielle. Voilà. Donc les plus du smartphone, hein, c'est vraiment qu'il y ait une meilleure caméra. Encore une fois, toujours cette caméra du devant là. Il y a un peu moins de contraintes liées à l'équipement du client. Généralement, on a des smartphones pas forcément de dernière génération, mais suffisamment modernes pour avoir une bonne webcam. Ce n'est pas toujours le cas avec les ordinateurs. Notamment en B2B, si vous interviewez des gens et ils sont sur leur ordinateur de travail, ça pose aussi des contraintes. Des fois, ils n'ont pas accès à certains logiciels, des fois, ils n'ont pas accès à la caméra. Et puis pareil, des fois, les ordinateurs sont un peu cheap et la caméra n'est pas forcément terrible. Les moins du smartphone, c'est que oui, c'est un peu plus complexe. Il faut avoir l'ordinateur, il faut avoir le téléphone à côté. Vous n'avez pas la main directement sur les rushs. Hein. C'est vrai que si vous enregistrez un Google Meet, vous avez directement la main sur la vidéo enregistrée. Là, il va falloir demander à votre collaborateur, enfin pas votre collaborateur, votre client,
votre témoin de renvoyer les fichiers depuis son téléphone. Donc, il va falloir trouver un moyen qui est acceptable pour vous tous. Il y a des entreprises, pareil, où sur les téléphones, on ne laisse pas utiliser WhatsApp ou des choses comme ça. Donc, à vous de trouver le canal qui va vous permettre de récupérer l'information. Et vous êtes quand même un petit peu dépendant du matériel du témoin si vous n'avez pas envoyé du matériel. Donc, notamment, est-ce que la personne va avoir un trépied pour stabiliser son téléphone, est-ce qu'il va avoir le bon éclairage, etc. Mais vous pouvez faire un petit call exploratoire quelques jours avant pour régler ces points-là et faire en sorte que le jour de l'interview, tout soit nickel. J'en viens à Canel. Canel, donc, c'est une solution avec à la fois une plateforme web qui permet de créer des scénarios et de les envoyer sur une app, et sur le téléphone, il y a une application. Donc là, on est dans l'outil de shooting de Canel. Et il y a des petites choses en plus par rapport aux fonctions d'enregistrement de base de votre téléphone. Notamment, on voit une petite silhouette pour bien se positionner. Donc ça, c'est important parce que cette silhouette va dire à la personne « Ok, vous êtes bien positionné au moment de filmer ». On va avoir éventuellement aussi les questions qui sont directement, ou les indications de tournage qui sont directement inclus dans cette petite box qui est ici. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que même on peut demander à des clients de se filmer seuls. Il n'y a pas besoin d'être avec eux en visio, en parallèle, pour aller leur poser des questions. Des indications de tournage type combien de temps doit durer la réponse. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a un petit compteur ensuite qui se déclenche au moment où on va appuyer sur le bouton enregistrement, qui va indiquer à la personne si elle commence à parler un petit peu trop longtemps par rapport à la réponse qu'on attendait. Voilà, donc ça, c'est des outils qui sont vraiment intéressants. Et ensuite, il y a des moyens de remonter directement la vidéo tournée dans Canel sur le serveur Canel, et donc ensuite récupérer en centrale ces informations. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir créer des scénarios directement dans la plateforme. Ces scénarios, quand on les retrouve dans l'app, ils vont garantir une certaine homogénéité des contenus parce que vous allez définir votre format, on en parlait tout à l'heure, et ce format, ça va être le même pour l'ensemble de vos interviews. Vous allez pouvoir éventuellement customiser les questions, personnaliser en fonction du type de client, de ce que vous voulez faire ressortir, mais vos formats, ils sont déjà définis, et en plus, vous avez un montage qui est automatique. Et dans le montage automatique, on reprend les couleurs, la police, tout ce qu'il faut par rapport à votre charte, et vous pouvez même rajouter un fond musical avec les musiques corporate de votre entreprise ou piocher dans nos musiques libres de droit. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça facilite énormément le travail en amont de création de scripts, etc. Tout ça, c'est déjà normé. Et ensuite, en aval du tournage, il n'y a pas de montage à faire ou il y a très peu de modifications à faire. Il y a la génération des sous-titres automatiques. Alors après, il y a évidemment toujours un petit peu de retouche à faire parce que il n'y a pas de reconnaissance vocale qui soit parfaite aujourd'hui. Mais vous allez gagner énormément de temps et vous allez vous affranchir complètement d'aller envoyer un professionnel sur le terrain ou d'avoir un professionnel pour faire le montage. Donc ça, je vous laisse vous intéresser au sujet. Les plus de Canel, je les ai résumés ici. La captation, elle est assistée. Les scénarios, ils sont déjà créés. Vous avez les instructions, etc. Vous pouvez remonter vos projets. Et au global, si vous voulez, le client peut réaliser sa vidéo tout seul, 100% en autonomie si besoin. Je vous laisserai le lien, évidemment, pour la démo juste après. Dernier point que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui, c'est quelques petites astuces en plus pour réaliser des vidéos qui vont vraiment bien fonctionner. Premier point, capter l'attention. Ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire dans toutes nos vidéos en marketing, c'est parce qu'elles vont défiler rapidement dans le feed ou le flux de notre audience. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour capter l'attention? Le premier, c'est faire le show. Et donc, pour ça, souvent, ce qu'on fait, c'est on met un hook, un hameçon au début de la vidéo. Là, je vous apprends rien. Donc, pensez au moment aussi de faire vos captations. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour poser une petite question surprenante qui va déclencher un sourire ou un rire? Ou est-ce qu'il y a un petit moment de la conversation qui va vous permettre d'aller créer ce hook? Important aussi le hook qui ne soit pas forcément décorrélé du reste de la vidéo, qu'on n'ait pas l'impression que oui, il y avait un hook super intéressant et tout le reste est pauvre, ça serait dommage. Pensez à avoir du rythme, des pauses, c'est là où des formats type Fast and Curious sont intéressants parce que ils sont, c'est inhérent au format, il a été designé comme ça. Il y a un rythme assez rapide. Des fois, les gens prennent un petit peu plus de temps pour répondre à certaines questions. Donc, ça inclut vraiment il n'y a pas de monotonie, quoi. Pensez à avoir des petites touches fun, même sur des sujets sérieux. Et quand je parle de touches fun, c'est pas forcément de faire des blagues ou des gags ou des choses comme ça. C'est juste d'avoir un petit moment qui prête à sourire.
Ensuite, pensez à la valeur ajoutée. Qu'est-ce que cette vidéo va faire pour mon audience? Expliquer que ce qui est vraiment nécessaire. Insister s'il y a des points qui sont cruciaux. Au global, donner des astuces. Alors, si on revient aux vidéos de cuisine notamment, tout ce qu'on a distillé de la vidéo de Robuchon au final dans une vidéo de 1 minute 30, c'est les endroits vraiment cruciaux où il se passe quelque chose, il ne faut pas oublier, sinon ça ne prend pas, ou choses comme ça. Donc c'est ça qui est important. Et éventuellement, si besoin, avoir aussi une intro et une conclusion pour se dire, OK, on a vraiment bien martelé notre point, c'est ça qui était important, c'était le thème de cette vidéo. Dernier point, être sérieux sans se prendre trop au sérieux dans ces vidéos. Si on veut passer bien sur les réseaux sociaux, il faut avoir un ton contracté. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, on est passé sur des formes beaucoup plus informelles. Donc, essayez d'avoir des petits effets, essayez d'avoir un style dans ces vidéos, et puis inviter vraiment le client à être lui-même. Antoine, vous devez partir. N'hésitez pas à télécharger ou à retenir le replay si vous avez besoin de la fin, des quelques slides qui manquent. Merci beaucoup pour votre attention. Ah, j'avais oublié le petit point sur le montage. Donc, évidemment, pensez aux sous-titres. C'est important sur les réseaux sociaux. 90% des vidéos sur les réseaux sociaux sont regardées sans le son. Donc, s'il n'y a pas un sous-titre au moins sur les 30 premières secondes, on ne va pas pouvoir engager les gens. Je vois pas mal d'influenceurs qui font ça, ils sous-titrent 30 secondes, et au bout de 30 secondes, ils mettent si ça vous intéresse, en gros, mettez le son, quoi. Et ça évite d'avoir à sous-titrer l'ensemble d'une vidéo. Sur des formats courts de 1 minute, 1 minute 30, on peut aller sous-titrer l'ensemble. Faites attention au moment du montage, de ne pas hésiter à couper des choses qui seraient un petit peu longues ou un peu monotones, parce que vaut mieux avoir peut-être un peu moins d'informations, mais être sûr que les gens restent engagés, donc un ton et un rythme assez soutenu. Au niveau du cadrage, pas besoin d'en faire dans tous les sens. C'est sûr qu'avant, on faisait des cadrages avec un point, un contrepoint, éventuellement plan de coups. Si on peut le faire, c'est bien, mais comme encore une fois, on est dépendant d'un client qui est à distance, on ne peut pas lui demander grand-chose. Donc, à part lui demander de se lever, de se rasseoir dans la caméra pendant qu'elle tourne pour qu'on ait un peu l'impression que la personne est venue s'asseoir, on ne va pas pouvoir aller faire des choses plus fantastiques. On peut demander de filmer éventuellement son bureau, filmer éventuellement l'utilisation qu'il a de la solution, du produit, etc. Mais c'est quand même un peu limité. Donc, cadrage simple et des coupes si nécessaire, mais pareil, on reste assez sobre au niveau du montage. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout ça, c'est évidemment plus simple avec Canel. Je vous invite vraiment à aller regarder la démo, vous mettre le lien pour aller voir la démo dans le chat. Sur cette page, vous retrouverez notamment la possibilité de prendre rendez-vous avec nos équipes sales. Je vous dis ça, c'est pas forcément pour que vous ayez rentré dans une démarche commerciale, même si évidemment, c'est quand même, nous ne l'aurons pas l'objectif final pour nous. Mais c'est surtout que comme ça, vous aurez une démonstration non pas seulement de l'application finale, mais aussi de l'outil qui permet d'aller créer les scénarios, gérer les utilisateurs, les invitations, et gérer notamment les accès à la charte graphique, etc. Donc, je vous mets le lien, n'hésitez pas. Vous recevrez aussi ce lien de toute façon dans le mail qui vous sera adressé demain, dans lequel vous aurez un lien pour les slides, un replay et un lien, encore une fois, vers la page de démo. Je reste là encore 2-3 minutes si vous avez des questions. Évidemment, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et vous inscrire pour nos prochains webinars, donc canel.io/webinar ou notre Livestorm sur lequel vous êtes en ce moment. On a aussi quelques guides qui peuvent être utiles. Donc, on a des guides sur les interviews notamment. Vous retrouvez tout ça dans la section guide vidéo sur le site.